Oui, bienvenue à cette séquence droit que vous appréciez de plus en plus. Merci infiniment. Aujourd'hui, avec Maître Arthur Nambeya Ouattara, nous allons parler bien sûr de blanchiment d'argent. On va s'appuyer bien sûr sur la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, loi qui a été promulguée, on vous le rappelle, le 26 janvier 2017. À travers des cas pratiques, nous allons vraiment revenir là-dessus avec Maître. Premier cas, mesdames et messieurs, avocat alpin, même si Maître va commencer par des considérations et rappels, un élève de 17 ans remet la somme de 500 000 francs CFA à sa mère comme cadeau. Y a-t-il soupçon de blanchiment de capitaux? Bonjour Maître. Bonjour. À vous l'antenne. Mais je vous en prie. Alors, pour répondre à cette première question, il me semble quand même important de rappeler quelques définitions. Alors, nous avons retenu la semaine dernière que le blanchiment de capitaux était donc la conversion ou le transfert de biens dont l'origine est illicite en vue de justement masquer cette origine illicite. Pour la première question, pour le premier cas que vous me posez, ce jeune homme âgé de 17 ans qui est élève, a priori, n'a pas de source de revenus. Je ne dis pas que dans l'absolu, il y a blanchiment d'argent. Si cet élève, par exemple, fait des stages rémunérés, il se pourrait bien qu'il ait des revenus. S'il a une petite activité, alors pourquoi 17 ans? À partir de 16 ans en Côte d'Ivoire, un jeune homme, une jeune fille est en droit de pouvoir conclure un contrat de travail. Mais remarquez que en l'état actuel, la compatibilité entre le travail et les études me semble quelque peu aléatoire, de sorte que cet enfant qui se retrouve avec la somme de 500 000 francs et qui la remet à bon droit ou légitimement à sa mère, c'est un geste qui est louable en soi, mais il faut faire attention parce que dès lors que cet enfant ne justifie pas d'activité rémunératrice, il y a blanchiment. Et là encore, quand je dis qu'il y a blanchiment, je parle par euphémisme, parce que si ces sommes sont le produit d'un vol, la mère est passible de condamnation pour recel. Hein? Et le recel, c'est justement le fait pour une personne de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de servir d'intermédiaire, sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, donc d'un vol. Alors, la maman qui est dans sa cuisine, qui se bat farouchement pour faire vivre ses enfants, peut se retrouver exposée à des poursuites. Nous avons choisi ce cas parce qu'il se trouve que dans la configuration dans laquelle nous sommes, il y a la cyberdélinquance que vous connaissez tous. Il y a beaucoup de jeunes gens qui brassent beaucoup d'argent. Attention à ces cadeaux, ils sont empoisonnés. Très bien, voilà qui est clair. On a un deuxième cas à vous soumettre, Maître. Un proche parent qui occupe des hautes fonctions au sein de l'État fait établir par un tiers un chèque au nom d'un de ses parents. Y a-t-il pas risque de blanchiment de capitaux? Oui, alors vous touchez, cette question touche à la problématique des personnes politiquement exposées qu'on appelle les PPE. Alors, qu'est-ce qu'une PPE? C'est une personne physique, ce n'est pas une personne morale, hein. C'est une personne physique qui exerce ou qui a exercé d'importantes fonctions publiques, soit dans son pays d'origine, on parle de PPE étrangère, soit en Côte d'Ivoire, on parle de PPE nationale, soit des organisations internationales, on parlera de PPE des organisations internationales. Alors cette liste, elle est limitative. Elle concerne donc les chefs d'État ou de gouvernement, les ministres délégués, les secrétaires d'État, les membres des familles royales, les directeurs généraux des ministères, les parlementaires, députés et sénateurs, les membres des cours de cassation, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des cours de compte, ce qu'on appelle dans le jargon des hauts magistrats, les membres des conseils ou directoires des banques centrales, les ambassadeurs chargés d'affaires ou officiers supérieurs des forces armées, les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance des entreprises publiques, les hauts responsables des partis politiques, les membres de la famille d'une PPE, conjoints, partenaires, enfants et leurs conjoints ou partenaires et autres parents, et enfin les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE. Alors, vous voyez donc nous avons une liste qui est très vaste, qui concerne des personnes qui, de par leur fonction, sont habilitées à brasser beaucoup d'argent. Et ces personnes, justement, doivent faire l'objet d'une extrême ou d'une étroite surveillance. Le texte ou la loi parle de surveillance rapprochée. Alors, si vous avez, nous avons tous dans nos familles des personnes qui sont des PPE, attention à ces gestes ou à tout le moins à ces services qui peuvent vous être demandés
parce qu'il se pourrait que vous puissiez vous exposer vous-même, tant la PPE, la personne politiquement exposée, le parent qui vient aider, que le tiers qui fait la transaction, justement, à être soumis aux condamnations pour blanchiment de capitaux. Mais maître, et le cas concret là, il y a un cas concret où le monsieur, il était simple professeur, entre guillemets, hein, simple parce que c'est pas péjoratif, simple professeur d'histoire-géographie, il est nommé ministre à la faveur de son appartenance à un parti politique. Et du coup, son train de vie change où il brasse, il donne de l'argent à tout va, il offre des permis de conduire, des voitures, tout ça. Est-ce que ce n'est pas des cas de soupçon de détournement, de blanchiment? La limite est où? Alors, il n'y a pas de soupçon de détournement parce que dans tous les cas, en tant que personne publique, les règles de la comptabilité publique devraient être strictement observées. De ce point de vue, il y a des contrôleurs budgétaires et ainsi de suite. Voilà, vous avez dit. Devrait. La problématique que vous posez, c'est justement ces sommes d'argent qui sont brassées à tout va. Naturellement, il y a des soupçons. Des soupçons. Est-ce que c'est des soupçons de blanchiment? Je n'ose pas franchir le pas. Mais en tout état de cause, dès lors qu'il y a des personnes assujetties, notamment les banquiers dont on a parlé la semaine dernière, les banquiers, les notaires, les avocats, tous ceux qui font gestion de la fortune d'autrui devraient pouvoir le signaler à la CENTIF. Et vous constatez donc que cette loi, justement, à laquelle nous sommes tous soumis, devrait nous interpeller parce que les choses doivent se faire. Naturellement, pour combattre le blanchiment, la lutte commence toujours par la tête, vous avez bien compris. Bien sûr. Si la tête, malheureusement, n'est pas contrôlée, ne demandez pas aux citoyens lambda d'être scrupuleux de la loi, dès lors que, dans ce genre d'initiative, l'exemple commence par le haut. Exactement. Voilà. Alors, on a un autre cas ici avec, bien sûr, un domaine qu'on a évoqué la semaine dernière, à savoir l'immobilier. Et là, l'acheteur d'un bien immobilier décide de payer en liquidité pour plus de 5 millions de francs CFA. Que dit la loi à ce sujet? Très bien. Alors, s'agissant des acquisitions immobilières, l'article 14 de la loi qui concerne donc la lutte contre le blanchiment d'argent interdit scrupuleusement les transactions en espèces. Le gouverneur de la BCEAO a donc pris une ordonnance qui fixe le seuil à 5 millions de francs CFA. Au-dessus de 5 millions, toute opération faite en espèces est suspecte. Il existe quelques rares cas dans lesquels ces opérations peuvent être autorisées, mais justement, il faut une autorisation spéciale. Sinon, toute transaction immobilière qui excède 5 millions et qui est payée en espèces est suspecte et donc serait passible d'être sanctionnée par la loi de lutte contre le blanchiment de capitaux. Voilà. Il est important en matière immobilière de procéder par des règlements bancaires, je veux dire virements, chèques. Et on en parlait un peu la semaine dernière, il serait bon que l'État mette les pieds dans le plat pour que les paiements passent par la caisse de dépôt et de consignation pour éviter justement, naturellement pour retracer ces opérations et pour éviter tout soupçon de blanchiment. Ça, c'est clair. Alors, un passager me demande de prendre certaines espèces comme si elles étaient les miennes, en contrepartie d'un pourcentage. Que prévoit la loi en pareille circonstance? On a abordé ce thème la semaine dernière. Alors, toute personne, tout passager au départ d'Abidjan ou qui entre en Côte d'Ivoire, j'ai parlé d'Abidjan par rapport à l'aéroport international, mais on pourrait prendre cette hypothèse pour tous les ports d'entrée, y compris douaniers, postes frontières, est tenu de faire une certaine déclaration des espèces qu'elle détient. Et dans notre exemple, on a un passager qui apparemment a des fortes sommes et donc sait très bien qu'il existe un seuil et donc décide de, en griffe, trouver des personnes qui vont lui servir un peu de mule. On va dire ça comme ça, l'exemple n'est pas forcément très à propos. Alors, il se trouve que si, en cas de fausse déclaration, les personnes qui se rendront coupables de telles déclarations sont passibles de poursuites judiciaires. Alors, il se trouve que lorsque les autorités compétentes ont des soupçons, les sommes sont consignées contre récépissé, la CENTIF est informée et le procureur de la République prend la suite. Donc, potentiellement, on peut se retrouver très mal embarqué dans une affaire où apparemment, on ne verrait que son petit bénéfice. Parce que généralement, on vous donne un petit pourcentage de quelque chose, mais ça arrondit un peu les fins de mois, mais ceci dit, c'est extrêmement dangereux. Voilà, donc il faut faire très, très attention.
Très attention donc aux commissions qu'on pourrait exécuter. Alors, une connaissance me demande de lui établir une fausse facture pour justifier certaines affaires en contrepartie d'une petite commission. Bien, toujours la petite commission pour intéresser. Je rappelle toujours que le blanchiment concerne justement la dissimulation de l'origine illicite de fonds ou de biens. Il est imprudent de participer sciemment à l'établissement des fausses factures, puisque vous avez bien compris que le but est de dissimuler donc l'origine du bien, et c'est bien ce qui est interdit par l'article 7 de la loi qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent. Il s'agit de la participation à l'un des actes ou le fait de commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou à conseiller, ou enfin d'empêcher une personne qui aurait commis de tels actes de subir les rigueurs de la loi. Donc dès lors qu'on se mettrait dans ce jeu, je pense que c'est plus risqué pour celui qui veut apporter son aide, parce que les peines d'amende, ou à tout le moins l'incrimination, prévoient le triple des montants blanchis. On ne peut plus clair. Vraiment, je vous aime de plus en plus sur ce plateau pour votre ton direct. Un trafiquant de drogue demande à sa petite amie d'occuper un de ses appartements afin de ne pas les laisser vides ou d'utiliser un des véhicules de luxe. Est-ce que cela n'est pas dangereux pour la petite amie en question? Ah ben si, mais si. Gardez en tête que ce que la loi réprime, c'est aussi l'acquisition, la détention ou l'utilisation d'un bien dont l'origine est illicite. Vous me direz, mais en ce moment, tout le monde est dans danger. Bien sûr. Alors, oui, franchement, tout le monde est en danger, parce que dès lors que la loi s'appuie sur le fait que la personne sait l'origine illicite ou aurait dû le savoir, on ne peut pas se réfugier derrière le fait, comme dans le premier exemple de la mère qui reçoit 500 000 francs de son fils, pour dire « Ah, mais je ne savais pas que mon fils faisait de la cyberdélinquance. » Sur la base de l'affection. À partir du profit de la personne, dès lors que vous savez que cette personne participe ou est coutumière de faits infractionnels, mieux vaut s'en éloigner. Alors, bien entendu, cette personne qui se rend, donc, qui utilise ou qui jouit des biens dont l'origine est illicite, est passible des mêmes peines que l'auteur justement de ces biens. Alors, dans l'exemple, il s'agit donc du trafic de drogue qui est réprimé par une peine d'emprisonnement qui va de 10 à 20 ans et d'une peine d'amende de 1 à 100 millions de francs CFA. Wow. Alors, attention à nos amis, attention à nos relations. Vous constatez des appartements qui sont vides. À Abidjan, on vous demande d'y habiter sans payer le moindre loyer. Posez-vous 1000 fois la question de savoir pourquoi une telle gentillesse. C'est clair. De toutes les façons, il faut travailler toujours pour obtenir ce qu'on veut. Exactement, exactement. Et honnêtement. Alors, un ami à l'étranger me demande de faire pour lui un retrait auprès d'un opérateur de transfert d'argent afin de remettre ce produit à une personne désignée, moyennant commission toujours. Qu'est-ce que je risque à lui rendre ce service? Bien, il faut se poser la question de savoir pourquoi le transfert n'est pas fait directement au bénéfice de la personne qui est censée recueillir ces sommes. Voyez, pendant que je parle, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont justement condamnés, qui ont été condamnés par les juridictions pour avoir pris part à ce genre d'opération. Hein, c'est vrai que notre jeunesse est quelque peu désœuvrée et quand il y a une petite opportunité de se faire un peu de sous, on se dit non, on ne fait pas de mal. Si on fait du mal parce qu'on participe à une activité de blanchiment de capitaux. Et s'agissant donc de ce genre d'opération, demandez à votre ami qui est à l'étranger d'émettre le billet ou le virement ou le transfert à l'ordre de son parent qui est ici. Vous ne courez aucun risque. Ce faisant, ce type d'affaires vient mettre en œuvre ou souligner le caractère transnational de la lutte contre le blanchiment d'argent. Parce que naturellement, certainement que l'activité illicite a eu lieu à l'étranger et sous le couvert de la loi pénale locale, on se dit, dès lors qu'il y aura un transfert en Côte d'Ivoire, c'est clean ici. Non, ce n'est pas clean. Dès lors que ce n'est pas clean dans le pays d'origine, ça ne peut pas être clean dans le pays de destination. Donc faisons très très attention parce qu'on veut rendre service à des amis et on se retrouve après à la maison d'arrêt. Maître, une préoccupation directe. Je suis à Berlin et je veux faire du rapatriement de capitaux et je rassemble 15 personnes dans un endroit où on envoie l'argent, bon, pour ne pas citer les noms, un centre de transfert d'argent. Et je donne des sommes exactes à 15 personnes différentes.
avec des noms différents pour envoyer de l'argent à 15 autres personnes différentes sur le sol ivoirien. Est-ce qu'on peut poursuivre l'organisme de transfert d'argent dans ce cadre-là? Alors, vous savez, ce qui est... Pour répondre frontalement, je vous dirais dans l'absolu, non. Sauf s'il y a connivence. Ces personnes qui se livrent à ce genre de jeu sont très au fait des lois. Excusez-moi de vous couper, mais 15 personnes, la même somme, ça peut être 1500 euros. 15 personnes viennent faire en même temps 1500 euros. Ça ne doit pas éveiller de soupçons? Non, ça ne peut pas éveiller de soupçons à partir du moment où il n'existe pas de lien juridique entre ces personnes. Ce sont des noms différents. Il y a des failles, Marco, Alix, moi, nous sommes des personnes différentes. Si nous venons faire une opération à 1500 euros, donc à 1 million de francs CFA, ça ne devrait pas alerter. Là où il devrait y avoir l'alerte, ce serait que tous ces virements soient faits au bénéfice d'une seule personne. En ce moment, la société de transfert ici à Abidjan devrait automatiquement en informer, faire la déclaration de soupçon pour dire ah, attention, il y a Maître Nambeya qui se présente à nos guichets, qui a reçu 50 virements de 1 million, c'est suspect. Mais dès lors qu'on choisit, dès lors que des personnes qui sont désignées comme étant destinataires sont des personnes totalement différentes, il s'agit d'opérations individuelles. Et ne perdons pas de vue que les opérations bancaires aussi sont frappées par le sceau de la confidentialité. Alors, ce que le banquier fait, le banquier, lui, dès lors qu'il constate qu'il y a des soupçons, bon, il alerte la CENTIF qui, elle, fera des investigations ultérieures. Mais en l'état actuel, je vous dirais non, sauf s'il y a connivence. Et ce que nous avons constaté devant la juridiction, ce sont des personnes qui auraient pu retirer des sous sans être les véritables destinataires. Ça, c'est ce qu'on a vu au tribunal. Un transfert est fait pour Marco, et puis un tiers se présente et avec les codes de Marco, arrive à se procurer les sommes qui lui sont destinées. Ça également, c'est une nouvelle typologie d'infraction, mais toujours est-il que dans le cas du blanchiment, il s'agit de veiller à ce que, comme je le disais, on ne puisse plus occulter l'origine illicite des fonds ou des biens. Donc, dans le cas que vous avez choisi, malheureusement, a priori, on ne peut pas établir de connivence. Alors, dans le prolongement, bien sûr, de ce cas pratique-là, il n'est pas rare de constater, hein, ici, avec les différentes banques, des comptes qui ne sont pas alimentés fréquemment et du coup, par peut-être des entrées exceptionnelles, on a des arrivées de fonds. On se voit des fois questionné même par le gestionnaire de compte. Est-ce que là, on peut parler de blanchiment d'argent quand ce n'est pas fait de manière transactionnelle? C'est des dépôts? Un dépôt en soi n'est pas... ne manifeste pas une infraction. Vous savez, le banquier a de nous un profil. Il a un profil. Il a un compte bancaire qui ne fonctionne quasiment pas. Et du jour au lendemain, il reçoit 50 millions, 10 millions, 200 000. Il est obligé de vérifier dans le profil de ce compte-là, est-ce que ce n'est pas une anomalie? Si c'est une anomalie, la santé doit en être informée. Mais sinon, dès lors qu'on a un virement de somme d'argent, virement fait de façon légale, le banquier est tenu de demander la documentation. Mais malgré la fourniture de la documentation, s'il estime qu'il y a encore des soupçons, il en informe la CENTIF qui fera la procédure de transfert au procureur de la République, qui choisira un juge d'instruction au fin d'arriver à des poursuites. Mais dans l'absolu, il faut passer par le circuit bancaire. C'est tout ce qui est important, mais ceux qui se livrent justement au blanchiment d'argent, justement, visent justement à intégrer le circuit bancaire. Oui. Parce que dès lors qu'ils ont intégré le circuit bancaire, il n'y a plus de blanchiment. L'opération devient légitime, licite. Et c'est ça, en fait, la lutte, c'est d'empêcher que des sommes qui sont issues de crimes ou de délits ne puissent intégrer le circuit économique pour être finalement blanchies. Maître, je voulais juste qu'on revienne avant la fin de cette émission sur les personnalités politiques, les personnalités, les hautes autorités, les PPE, on va dire ça comme ça. Dites-moi concrètement. Donc, si on suit votre logique, ça veut dire qu'on doit faire exactement la déclaration de biens. C'est important. Alors qu'il y a des personnalités, il y a des personnalités qui ne le font pas. Ou bien peut-être on s'est fait, mais nous, on ne sait pas. Bon, encore qu'on devait savoir parce que nous sommes le contribuable. Ça doit être automatique. Parce qu'il faut qu'on sache combien vous aviez quand vous étiez simple professeur ou bien instituteur et qu'à la faveur d'une élection, vous êtes député ou bien ministre et après vous offrez des choses... Et donc vous avez un compte même d'une consistance exceptionnelle. Et puis est-ce que cela, le fonds de souveraineté est soumis à ça? Parce qu'on peut profiter de ce fonds de souveraineté pour faire d'autres choses aussi, vous comprenez? Je comprends parfaitement. Alors vous savez, il s'agit d'un devoir de conscience. En tout état de cause, la loi a prévu pour tous ceux qui accèdent à des responsabilités le principe de la déclaration des biens. Est-ce que c'est tout le monde qui fait ça? Malheureusement, et je pense que
la haute autorité pour la bonne gouvernance serait plus outillée à nous en informer, mais il est certain que cela devrait être fait de façon systématique. Si ce n'est pas fait, il y a une anomalie. Parce qu'après coup, vous imaginez maintenant Béa accède à la haute responsabilité, attend 5 ans ou 10 ans et après vient déclarer un patrimoine extrêmement élevé. Ce n'est pas fair play. C'est clair. Voilà. Mais toujours est-il que vous avez touché du doigt les fonds de souveraineté. Il s'agit du droit public. Les fonds de souveraineté sont alloués à certains hauts responsables pour leur permettre de mener à bien leur politique. Et qui dit fonds de souveraineté implique donc que la gestion des fonds soit souveraine. Donc qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Donc de façon totalement autonome. Mais toujours est-il que la gestion de fonds de souveraineté n'exonère pas la personne de respecter les règles du jeu. Parce que se retrouver avec effectivement des espèces, des milliards en espèces, ce n'est pas correct du point de vue de la loi. Très bien. Merci en tout cas, maître, de votre passage ici sur le blanchiment d'argent. On en a eu beaucoup d'informations. Il faut faire très attention à tous ces petits cadeaux exceptionnels qui nous sont offerts ou des services qui nous sont demandés pour ne pas se retrouver sous le courroux de la loi. On a été heureux d'être en votre compagnie. On sera là encore demain. C'est notre mission. D'ici là, passez une belle journée. Et tout de suite, c'est les rendez-vous. Absolument. Merci beaucoup à vous et réalisation. Je rappelle Jacques Brou qui nous a permis d'avoir cette dextérité-là. On retrouvera un autre sujet de droit mardi. N'oubliez pas notre leitmotiv, le droit, l'état de droit, l'état du droit. Et puis on reste vraiment calme par rapport à ce que vous savez par rapport au coronavirus. Toute la RTI mobilisée afin que le service public puisse accompagner par sa pédagogie, par la communication, tout ce qui va être fait par le gouvernement. Bonne journée. La maladie à coronavirus Covid-19 a été détectée en Côte d'Ivoire. Cette maladie se transmet par voie respiratoire, par contact direct avec une personne malade et se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour se protéger du coronavirus, les populations sont invitées à se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires en respectant une distance d'au moins 1 mètre. Utilisez un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Évitez de se toucher le nez, la bouche et les yeux. Aérez les lieux d'habitation et de travail. En cas de survenue de fièvre, toux ou difficultés respiratoires, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un masque et se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101 ou envoyez coronavirus par SMS au 13 66. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de ses partenaires. La maladie à coronavirus Covid-19 a été détectée en Côte d'Ivoire. Cette maladie se transmet par voie respiratoire, par contact direct avec une personne malade et se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour se protéger du coronavirus, les populations sont invitées à se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires en respectant une distance d'au moins 1 mètre. Utilisez un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Évitez de se toucher le nez, la bouche et les yeux. Aérez les lieux d'habitation et de travail. En cas de survenue de fièvre, toux ou difficultés respiratoires, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un masque et se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101 ou envoyez coronavirus par SMS au 13 66. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de ses partenaires.